Bonjour et bienvenue dans cette émission Questions aux experts que nous consacrons aujourd'hui à l'hypertension artérielle. À l'occasion des 15 jours de l'hypertension artérielle qui se déroulent du 11 au 25 octobre 2021, nous allons répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser au sujet de cette maladie dite silencieuse, mais qui expose à un risque majeur d'accident cardiovasculaire, d'attaque cérébrale, mais aussi d'insuffisance rénale. Et pour répondre à vos questions, nous recevons aujourd'hui sur le plateau de Pourquoi Docteur le professeur Atul Pathak, cardiologue au centre hospitalier Princesse Grace à Monaco. Professeur Pathak, bonjour. Bonjour, enchanté d'être avec vous. Merci d'être avec nous pour répondre aux questions de nos internautes. Et avant de commencer les questions, je vais vous poser une question assez simple. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que l'hypertension artérielle ? Alors, vous avez gentiment introduit mes titres. Je suis effectivement cardiologue à l'hôpital Princesse Grace, mais je suis aussi président de la Société française d'hypertension artérielle. Et c'est à ce titre que je vais vous répondre aujourd'hui, puisque nous nous occupons de cette maladie de façon très ambitieuse. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hypertension artérielle ? Quand les patients vont voir leur médecin traitant au cabinet et qui leur met ce fameux brassard, attention, cette pression artérielle, lorsqu'elle dépasse un seuil, qui est en général 14,9 ou 140,90, eh bien, marque en tout cas le début d'une suspicion d'hypertension artérielle. On devrait plutôt dire hyperpression, parce qu'en fait, ce que l'on mesure, c'est la pression du sang dans les vaisseaux, la pression d'un liquide dans un tuyau. Et lorsque cette pression dépasse ce seuil des 140-90 mm de mercure, c'est bien une unité de pression, alors on dit que les patients ont peut-être une hypertension artérielle. Pourquoi peut-être ? Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure sur la manière dont on diagnostique cette hypertension artérielle. Et en tant que président justement de cette société, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres ? Combien on a de personnes hypertendues en France ? Est-ce qu'elles sont traitées ? Effectivement, c'est une maladie très prévalente et vous l'avez dit en introduction, on l'appelle la tueuse silencieuse, car c'est une maladie qui en général est asymptomatique. On estime en France qu'il y a à peu près 11 à 14 millions de patients hypertendus, donc vous voyez, ça concerne un grand nombre de nos concitoyens, mais il y a la règle des 1 sur 2 qui s'applique. Un hypertendu sur 2 se sait hypertendu. On en perd 7 millions qui sont dans la nature et qu'on n'a pas dépistés. Sur ces 7 millions, 1 sur 2 va être traité. Et sur ces hypertendus dépistés traités, seul 1 sur 2 sera à l'objectif. Autrement dit, sa tension artérielle sera amenée en dessous de ce fameux seuil. On dit alors qu'ils sont hypertendus contrôlés. Je vais donc commencer, je pense que ça suit vraiment ce qu'on est en train de dire, avec la première question qui nous a été posée sur Instagram grâce au hashtag QAE. Quels sont les signes qui peuvent faire penser à l'hypertension artérielle ? Alors, on l'a dit, c'est une maladie qui, en général, est silencieuse. Elle fait donc l'objet d'un dépistage. C'est au hasard d'une visite à la médecine du travail, d'une visite chez son généraliste ou chez un autre spécialiste que l'on découvre une hypertension artérielle, car la maladie est en général silencieuse. Mais elle peut aussi s'accompagner de symptômes, je dirais, de haut en bas. Ça peut être des maux de tête, ça peut être des bourdonnements aux oreilles, ça peut être des troubles visuels. Parfois, lorsque la pression artérielle est très élevée, ça peut se manifester par un saignement de nez ou des signes un peu plus, je dirais, non spécifiques, sensation de palpitation ou d'essoufflement, ou même parfois des fourmillements dans les extrémités. Et puis, si la maladie a été silencieuse pendant très longtemps et qu'elle a toucher d'autres organes, eh bien, ce sont les atteintes de ces autres organes qui font penser à l'hypertension artérielle, essoufflement, douleur thoracique, organe cœur, troubles de la circulation, organe vaisseau, parfois des complications, révèlent la maladie, un accident cérébrovasculaire, une insuffisance cardiaque, vous l'avez dit tout à l'heure, une insuffisance rénale. Et quelles sont les causes de l'hypertension artérielle ? Alors, les causes de l'hypertension artérielle, ça, c'est une question que nous posent souvent nos patients. Malheureusement, on est un petit peu démunis. Dans 90 à 95% des cas, nos patients ont une hypertension artérielle. Alors, on dit essentielle ou idiopathique, un mot compliqué pour dire qu'on ne sait pas pourquoi les gens ont une hypertension artérielle. Mais dans 5 à 10% des cas, cette hypertension artérielle peut être la conséquence d'une autre maladie. On dit alors qu'elle est secondaire, parce qu'elle est secondaire à une autre maladie. Et on retrouve alors soit des maladies du rein, soit des maladies de certaines glandes, comme les surrénales, parce qu'elles sont sur le rein, soit des maladies un petit peu plus complexes, génétiques ou beaucoup plus rares. Donc il y a quand même 5 à 10% des patients chez lesquels on trouve une cause. Et quand on traite cette cause, on peut parfois faire disparaître cette hypertension artérielle ou mieux la contrôler. Vous parliez à l'instant de génétique. J'ai une question d'une dame qui me dit « Mon père est hypertendu, est-ce que je dois me méfier ?» Alors effectivement,
on dit que dans 90% des cas, il n'y a pas de cause, mais il y a quand même un terrain ou un environnement. Et quand dans sa famille, on a beaucoup de gens hypertendus, eh bien, on a plus de susceptibilité à développer de l'hypertension artérielle. C'est aussi une maladie qui se révèle sous les contraintes de l'environnement, le stress au travail, le stress à la maison, l'environnement familial, l'alimentation, la pollution. Donc, il y a des événements environnementaux qui peuvent révéler une hypertension artérielle. Et pour votre auditrice, donc, effectivement, s'il y a de l'hypertension dans la famille, ça vaut le coup de se faire au moins dépister pour être sûr qu'on n'a pas de l'hypertension artérielle, mais ce n'est pas une maladie génétique, comme des maladies dont on parle souvent, la mucoviscidose ou autre, où lorsque papa ou maman sont hypertendus, on est sûr d'être hypertendu. Non, c'est un terrain favorisant, mais ce n'est pas une relation de causalité. Et donc, à partir de quel âge il faut commencer à se méfier? À quel âge peut-on devenir hypertendu? Alors, c'est une très bonne question parce qu'il y a une relation très forte entre l'âge et l'hypertension artérielle. Plus on est âgé, plus on a un risque d'être hypertendu. Lorsqu'on compare les populations d'hypertendus, on retrouve beaucoup plus d'hypertension artérielle chez les sujets de plus de 60 ans ou de plus de 70 ans que chez les sujets plus jeunes. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a deux formes d'hypertension, celle dont on ne connaît pas la cause, la plus fréquente, l'hypertension essentielle, 90%, celle pour lesquelles on retrouve des causes. Souvent, les hypertensions secondaires sont le fait des sujets les plus jeunes, parce qu'ils ont une maladie qui entraîne une hypertension et on y pense. Donc, on va dire qu'à chaque fois que vous allez voir un médecin, il faut prendre la tension artérielle. Donc, le dépistage, il est en général fait à chaque visite médicale. Il n'y a pas de règle, mais je crois que c'est de bon ton, lorsqu'on va chez le pharmacien, lorsqu'on va chez son médecin traitant, de se faire un contrôle tensionnel. Si la pression artérielle est normale, on est rassuré. Plus on vieillit, plus ça doit faire partie de son check-up. Après 50 ans, on dépiste certains cancers, prostate, sein, et bien, côlon. Et bien, de la même manière, il faut se faire dépister pour une hypertension artérielle, car plus on vieillit, plus on a des risques d'être hypertendu. Au sujet du dépistage et de prendre sa tension, on me demande, est-ce qu'il est préférable de prendre la tension chez moi? Parce que mon médecin me dit, c'est important de prendre ma tension chez moi. Est-ce que c'est vrai et comment faire? Oui, on disait tout à l'heure que ce qui définissait l'hypertension artérielle, c'était une pression artérielle supérieure à 140/90 au cabinet. Mais vous savez, au cabinet, il se passe quelque chose d'un peu particulier, ce qu'on appelle l'effet blouse blanche. J'aurais d'ailleurs dû quitter ma blouse blanche. Quand on voit une blouse blanche, certains de nos patients, on pense 30%, ont une réaction de stress ou d'alerte qui fait qu'ils ont une élévation de la pression artérielle, mais qui ne veut pas dire qu'ils ont une hypertension artérielle maladie. Souvent, nos patients confondent pression artérielle. La pression artérielle, c'est quelque chose qui varie tout le temps. Vous êtes stressé, votre pression monte. Je parle, ma pression monte. Je me repose, ma pression diminue. L'hypertension, c'est une maladie chronique. Ça veut dire que la moyenne de vos tensions est au-dessus de ce fameux seuil. Donc, pour s'affranchir de l'hypertension de stress, de l'hypertension de consultation, de l'hypertension blouse blanche, eh bien, on demande aux patients de mesurer la pression artérielle à la maison, avec soit un appareil au poignet, soit un appareil au bras. Et selon des protocoles que les médecins partagent, mesures répétées le matin, le soir, plusieurs jours de suite. Et si la moyenne de ces pressions artérielles au domicile est supérieure à 135/85 ou 13,5, 8,5, vous voyez, c'est un petit peu plus bas parce qu'on est moins stressé à la maison, donc le seuil est plus bas. Alors, ça signe une véritable hypertension artérielle. Donc, le diagnostic de l'hypertension, votre auditrice a raison, il se fait en dehors du cabinet et pas au cabinet. Au cabinet, c'est du dépistage, de l'identification d'un signal, mais ce n'est pas le diagnostic. Le diagnostic se fait en dehors du cabinet du docteur. J'ai eu plusieurs questions et beaucoup de questions sur les traitements de l'hypertension artérielle et notamment la question récurrente, c'est est-ce que ce sont des traitements qui sont à prendre à vie? Est-ce que quand je commence à prendre un médicament pour l'hypertension artérielle, c'est pour toujours? Alors, c'est une excellente question et souvent on est côtoyé à ce questionnement. Je crois qu'il faut rappeler les règles de bonne pratique médicale. L'hypertension artérielle au départ peut se juguler par une adhésion à des règles d'hygiène de vie assez simples. Perdre du poids, faire de l'activité physique, réduire son apport en sel, réduire sa consommation d'alcool. Donc il y a des règles simples qui permettent d'éviter le médicament, de contrôler la tension et donc d'être traité sans recourir au médicament. Si ces mesures-là ne fonctionnent pas et qu'on est obligé d'aller chercher l'aide du médicament, alors il est difficile en général d'arrêter de prendre ces traitements, donc c'est un traitement à vie, sauf si on met en jeu ces fameuses règles d'hygiène de vie et qu'en baissant son poids, en réalisant de l'activité physique, on arrive à s'affranchir du médicament. Donc soit on se passe du médicament au début,
soit on prend le traitement, on essaie de jouer le jeu des règles d'hygiène de vie. Parfois, on peut alors arrêter le traitement. Parfois, il faudra continuer le traitement jusqu'à la fin de ses jours. Je dis toujours, c'est pas un traitement à vie, mais c'est un traitement pour votre vie. C'est une bonne formulation. J'ai une question d'ailleurs sur ces règles d'hygiène de vie. J'ai une dame qui me dit « J'ai 52 ans et je suis hyper tendue, je suis en grand surpoids. Si je maigris, est-ce qu'il y a une probabilité que ma tension s'améliore et que je puisse arrêter les médicaments ?» Oui, effectivement, c'est un très bon moyen de contrôler sa tension artérielle, diminuer son poids. D'ailleurs, on s'est rendu compte, par exemple, que les gens qui se faisaient opérer, vous savez, de la surcharge pondérale, qui ont des chirurgies bariatriques, ont des baisses tensionnelles très, très importantes qui parfois permettent d'arrêter les traitements. Parfois, on propose même cette chirurgie pour des gens qui ont une hypertension artérielle non contrôlée, mais on n'en est pas là pour votre auditrice. Mais effectivement, si elle arrive à faire cet effort de perdre du poids, sa tension artérielle sera mieux contrôlée. Sa tension artérielle baissera, on pourra alléger son traitement et parfois même arrêter ce traitement. Si on continue sur les règles d'hygiène de vie, j'ai un monsieur qui me parle de l'alcool et qui me dit « Je suis hyper tendue et sous traitement depuis 3 ans. J'ai le mariage de ma fille dans 2 mois. Est-ce qu'à cette occasion, je peux prendre une coupe de champagne? Et si oui, est-ce que je dois arrêter mon traitement pour pouvoir prendre cette coupe de champagne ?» Non, bien sûr. Alors, le traitement est un traitement chronique. L'alcool, ce n'est pas dans sa consommation aiguë, exceptionnelle, intermittente qu'il est à considérer comme un facteur de risque. C'est l'alcoolisme plus chronique qui entraîne de l'hypertension artérielle. Donc, vous pouvez dire à votre auditeur qu'il profite du mariage de sa fille, qu'il peut raisonnablement consommer de l'alcool, le champagne ou du vin à table, ça reste quelque chose d'exceptionnel. Mais il ne faut surtout pas qu'il arrête le traitement, car au contraire, il peut à ce moment-là avoir une poussée tensionnelle qui l'obligera à arrêter de participer à ces festivités. Donc, feu vert pour sa coupe de champagne. Je pense qu'il va être content s'il nous écoute. Et d'ailleurs, en parlant de traitement et d'oubli de traitement, j'ai un monsieur qui me dit « J'ai 55 ans, je suis hyper tendue, il m'arrive parfois d'oublier mon traitement. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que le lendemain, j'en prends 2? Comment ça se passe ?» Alors effectivement, c'est une très bonne question et puis c'est un problème qu'on rencontre, l'oubli ou parfois l'envie de ne pas prendre de médicaments. 3 petits conseils. Le premier conseil, c'est il faut qu'il prenne le médicament à un moment où ça l'arrange. Bien sûr, on sait que certains médicaments marchent mieux le matin, d'autres mieux le soir, mais globalement, il vaut mieux prendre le médicament que ne pas le prendre. Donc, si pour éviter de l'oublier, il se sent de changer l'horaire de la prise, alors il doit le faire, car ça lui garantira d'être protégé. Il vaut mieux le prendre que de ne pas le prendre. Deuxième conseil, s'il oublie la prise, tout dépend des autres traitements, la présence des autres traitements et de quel type de médicaments on parle, parce que ces médicaments, ils varient. Certains ont une durée d'action courte, d'autres ont une durée d'action longue. Mais pour faire simple et pour éviter, on ne peut pas faire une consultation comme ça à distance, mais pour lui apporter une réponse pragmatique, je pense que s'il oublie, il saute la prise et il reprend le traitement le lendemain comme si de rien n'était. Il ne risque pas de faire de poussée tensionnelle et il ne se met pas en péril lorsqu'il oublie parce que ces médicaments, en général, il faut 5 à 7 fois leur durée de vie pour qu'ils soient éliminés, donc aucun risque pour ces patients. Et sinon, j'ai une dame qui me dit « Mon conjoint est hyper tendu et ne veut plus prendre son traitement. Qu'est-ce qu'il risque à ne pas le continuer, justement ?» Alors effectivement, il faut prendre son traitement car on sait que contrôler sa tension artérielle, c'est la meilleure façon d'éviter les complications liées à l'hypertension artérielle. En fait, on ne soigne pas des chiffres, on soigne et on prévient des complications liées à cette élévation des chiffres. Donc, ne pas prendre ces médicaments, c'est non seulement avoir une tension élevée, parfois avoir des symptômes liés à cette tension élevée, mais surtout s'exposer aux risques. On les a cités, risque cardiaque, d'insuffisance cardiaque ou d'infarctus du myocarde, risque cérébral, d'hémorragie ou d'accident cérébrovasculaire, risque d'insuffisance rénale. Donc, il y a énormément de complications qui sont liées à cette hypertension. On disait en introduction, on parle de tueuse silencieuse. Donc, il faut discuter avec ce patient, il faut le convaincre, il faut trouver une solution pour qu'il reprenne son médicament et qu'il contrôle sa tension artérielle pour éviter ces risques. Dans le même contexte, j'ai une personne qui me dit « On m'a diagnostiqué l'hypertension alors que je ne me sentais pas malade, mais depuis que je prends les traitements, je me sens malade, pas bien, j'ai des vertiges quand je me lève. Qu'est-ce que je dois faire ?» Alors, il se peut que le traitement soit trop puissant. Elle rentre dans la maladie avec peut-être une hypertension artérielle modérée qui ne nécessite pas d'être très agressif sur le plan thérapeutique. Donc, peut-être recontrôler avec son médecin si sa tension artérielle n'est pas basse. On a, je dis au bas mot, plus de 1000 médicaments disponibles pour l'hypertension artérielle. Pas forcément des médicaments différents, mais entre génériques, combinaisons. Donc, il y a forcément un médicament qui est adapté pour elle. Et donc, ça vaut le coup de se
peut-être de revoir son médecin traitant pour qu'il élimine quelle est la tension artérielle qui ne soit pas trop basse et qu'il lui propose une alternative au traitement. Oui, c'est important de continuer à aller voir son médecin. D'ailleurs, j'ai un monsieur qui me dit « Je suis hypertendu depuis 10 ans et je n'ai jamais changé de traitement car je vais très peu voir mon médecin. Est-ce qu'il y a nécessité de changer son traitement ou une fois qu'on a son traitement établi, on reste sur le même traitement ?» C'est une très bonne question parce que l'hypertension artérielle change. Schématiquement, on distingue 3 grandes formes d'hypertension. L'hypertension qui est retrouvée chez les sujets soit en surpoids ou diabétique, on dit l'hypertension métabolique, l'hypertension du sujet âgé et l'hypertension du sujet jeune. Et au gré de sa vie, on peut développer un diabète ou vieillir. Et ces hypertensions sont différentes et répondent différemment au traitement que l'on propose. Donc, effectivement, il y a un moment où il faut faire un reset, il faut faire une reprogrammation et reprendre le dossier pour voir si le traitement est adapté au profil du patient. Donc, ce n'est pas forcément le même traitement à vie, c'est un traitement qui va s'adapter au gré de l'histoire du patient. Je pense que votre réponse va aussi s'appliquer à ce monsieur, mais je la pose parce qu'elle est très précise. J'ai des problèmes d'érection depuis que je prends mon traitement et en l'arrêtant, tout s'arrange. Qu'est-ce que je dois faire et comment je peux soigner ma vie sexuelle, soigner mon hypertension et ne pas avoir une vie sexuelle qui en pâtisse? C'est aussi une question très fréquente, effectivement. Alors, c'est compliqué parce que l'hypertension artérielle est un facteur de risque de la dysfonction érectile. Donc, on sait qu'il faut bien contrôler les facteurs de risque, le cholestérol, le tabac, la tension artérielle pour éviter d'avoir des troubles de la fonction érectile. Mais on sait aussi que d'avoir la tension artérielle trop basse ou que certains médicaments, par exemple les diurétiques, peuvent entraîner des troubles de la fonction érectile. Mais là aussi, il y a d'abord il faut faire le point sur le risque. Pourquoi il a des troubles de la fonction érectile? Il a peut-être une véritable maladie des artères, notamment des artères qui vont vasculariser les organes génitaux. Donc ça, c'est une prise en charge globale de son risque cardiovasculaire. Il faut s'assurer qu'il a les bons traitements ou est-ce qu'il faut substituer ces traitements actuels par d'autres traitements qui ont moins d'effets indésirables sexuels. Et puis, troisièmement, il y a des moyens aussi de l'aider. Il a peut-être une prostate hypertrophique, il a peut-être un problème urologique. Et puis, il y a des médicaments, pour citer des médicaments connus, qu'on connaît tous, la petite pilule bleue, qui peuvent aider les patients à passer un cap. Donc, je pense une approche en 3 temps. S'assurer qu'il n'y ait pas une maladie sous-jacente, réadapter le traitement antihypertenseur et recourir à l'aide de médecins spécialistes pour proposer peut-être un traitement d'appoint pour aider ce patient. J'ai eu plusieurs questions de femmes qui me disent, en général, j'englobe dans une seule question, j'ai eu de l'hypertension pendant une de mes grossesses ou pendant ma première grossesse, est-ce que je risque de refaire de l'hypertension pendant une deuxième grossesse ou même plus tard, l'hypertension seule? Question très importante. On sait aujourd'hui que l'hypertension de la femme enceinte, en fait, il y a 3 façons de développer de l'hypertension artérielle lorsqu'on est une femme enceinte. Soit on déséquilibre une hypertension qui préexistait, donc ça, ce sont des hypertendus connus. Soit on développe une maladie hypertensive au moment de la grossesse qui s'installe au-delà de la grossesse, on rentre dans la maladie hypertensive. Soit l'hypertension constitue un épiphénomène, la pression artérielle augmente durant la grossesse, puis se normalise à l'issue de la délivrance de l'accouchement. Pour votre auditrice, effectivement, si elle a développé de l'hypertension artérielle pendant la grossesse, c'est une grossesse à risque, car on sait que ça peut parfois mettre en jeu le pronostic de la maman et du bébé. Et donc, il faut pour la prochaine grossesse qu'elle soit accompagnée, car elle a plus de risques de développer de nouveau de l'hypertension artérielle pendant la grossesse. Et puis, de façon générale, qui dit hypertension artérielle pendant la grossesse dit risque cardiovasculaire accru. Il ne faut pas faire le sous-marin. Il faut parler de cela avec votre médecin traitant ou votre cardiologue parce que les patientes qui ont développé de l'hypertension artérielle pendant la grossesse sont des patientes un petit peu différentes qui nécessitent un suivi de leur risque cardiovasculaire. Je pense que c'était très important de le dire parce que je ne sais pas pourquoi, parfois les gens effectivement ont peur de dire ou d'aller à un médecin, donc c'est bien de le rappeler. Allez, dernière question, on va dire en tant que président aussi de la Société française de l'hypertension artérielle, quelles sont les futures perspectives pour les traitements de l'hypertension artérielle ? Alors finalement, les questions de nos auditeurs ont un petit peu ouvert le pas à ces nouveautés ou innovations. Nouveaux traitements, mais des traitements plus efficaces, avec moins d'effets indésirables, qui nécessitent peut-être d'aller recourir à moins de surcharge médicamenteuse, parce que c'est vrai que dans l'hypertension artérielle, souvent on est obligé d'associer des médicaments. Donc des développements chimiques pour réduire le nombre de médicaments ou de développer des médicaments plus efficaces. Deuxième innovation, des approches non pharmacologiques. Il y a désormais des interventions, peut-être qu'un jour on reparlera de cela, la dénervation rénale, qui pourrait être un outil pour traiter l'hypertension artérielle sans recours
recourir aux médicaments. Et puis quand même le boom de la médecine digitale, montres connectées, appareils connectés, plateformes de surveillance, plateformes de suivi, téléconsultation. Je crois que c'est une médecine moderne qui s'applique parfaitement à cette maladie qu'est l'hypertension artérielle. Merci beaucoup, professeur Patak. Avant de terminer cette émission, est-ce que vous voulez rajouter un petit mot, un petit conseil à nos internautes ? Dépistez-vous. Il y a encore trop d'hypertendus qui s'ignorent et donc tous les moyens sont bons pour regarder si vous avez ou pas de l'hypertension artérielle, de l'officine pharmacie au médecin traitant, de la visite chez votre gynécologue à la visite chez le cardiologue. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis où ils ont même mis des appareils de tension chez le coiffeur. Très bon endroit pour se faire dépister, la Barbershop Study. On n'en est pas là, mais mon message en tant que président, ne passez pas à côté de cette maladie silencieuse. Dépistez, recherchez si vous avez de l'hypertension artérielle. Merci beaucoup, professeur Patak, pour ce bon conseil. Merci. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je remercie de nouveau le professeur Patak pour la clarté de ses réponses. Merci à vous pour votre participation à travers les questions que vous nous avez fait parvenir et surtout, merci de votre fidélité. Vous pouvez évidemment revoir cette émission sur notre site Pourquoi Docteur et sur notre chaîne YouTube. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser vos questions pour nos prochaines émissions sur Twitter, Facebook et Instagram, toujours grâce au hashtag QAE. Vous pouvez également nous faire part de vos commentaires et nous proposer des sujets qui vous intéressent. Quant à moi, je vous donne rendez-vous bientôt et avec un grand plaisir pour un prochain Questions aux experts sur Pourquoi Docteur évidemment.